Alors, bon, je prends mon petit paquet de notes. Je vais essayer de regrouper plusieurs de vos interventions dans mes réponses. Elles essaieront j'essaierai d'être le plus complet possible. Je voudrais commencer par une question qui a été posée par vous directement, Monsieur le Président, et à laquelle je n'ai pas forcément répondu, et qui m'amènera aussi à répondre à Monsieur Reyes sur la question des emplois. Bien sûr que il n'avait jamais été question pour nous de résumer l'ambition, et Yves Durand connaît ça très bien, l'ambition de ce gouvernement en matière éducative à la création de 60 000 postes. En même temps, encore faut-il constater que la suppression de 80 000 postes, elle a eu un impact indiscutable dans un certain nombre de territoires sur la qualité de l'enseignement et les conditions d'études pour les élèves. Et c'est aujourd'hui, je crois, guère discuté par qui que ce soit. Et il nous semblait important, pour faire face d'ailleurs à des demandes que vous formulez les uns et les autres, pour vos lycées, pour vos collèges, pour vos écoles, d'être en capacité d'assurer un taux d'encadrement des élèves qui soit satisfaisant dès lors qu'on se fixe une ambition qui soit élevée pour notre système éducatif, confronté à la dégradation en primaire des résultats que nous avons pu constater, au taux d'élèves décrocheurs en sixième. Et je regardais, chiffre qui va forcément vous frapper vous aussi, ce qui est la proportion aujourd'hui d'élèves dans les zones d'éducation prioritaire qui, en fin de troisième, maîtrisent les compétences attendues en français. Elle est passée de à peu près 54% à 42%. Cela montre quoi? Qu'il y a plus d'élèves décrocheurs. Et s'il y a plus d'élèves décrocheurs, ça doit nous amener à repenser, réexaminer, réinterroger tout ce qui se passe avant cette fin de troisième. J'avais évoqué dans divers échanges que nous avions pu avoir lors des questions d'actualité les tests qui sont faits sur les jeunes Français au moment de la journée de défense et de citoyenneté, qui montraient là encore que sur un certain nombre d'apprentissages fondamentaux, notamment en français, nous avions des résultats qui sont particulièrement préoccupants et qui vont plutôt s'aggravant et non pas s'améliorant. Donc nous avons là un défi qui nous est posé, qui ne peut pas se réduire au fait de dire il faut davantage d'adultes dans les écoles, les collèges et les lycées, mais qui passe aussi par le fait qu'il y ait davantage d'adultes. C'est pour ça que ces créations de postes étaient absolument indispensables et qu'elles caractérisent d'ailleurs une priorité politique. Nous avons aujourd'hui un engagement fort du gouvernement en matière de réduction de la dépense publique pour préparer l'avenir. Il aurait été particulièrement curieux que nous ne nous engagions pas à résorber la dette éducative qui était celle de la France à l'égard de l'école de la République. Cette dette éducative, elle passait par l'absence d'une priorité budgétaire et d'une priorité en moyens à l'éducation nationale. Et ça m'amènera à vous répondre, monsieur Apparu, sur le fait que je n'ai pas été du tout caricatural sur la question de la formation des professeurs, puisqu'il ne s'agissait pas pour moi de remettre en cause leur formation théorique, les connaissances dont ils disposent, mais la disparition d'une formation professionnelle. Or, celle-ci, elle avait véritablement disparu dans les années passées. J'y reviendrai. Et j'essaierai de vous le démontrer le plus sereinement possible. Sur le schéma d'emploi, nous avions prévu effectivement qu'entre 2012 et 2013, je rappelle que nous avons consacré l'essentiel des créations de postes d'abord à la formation des professeurs, mais entre 2012 et 2013, 13 402 postes ont été créés, et la réalisation a été effectivement inférieure au nombre de postes créés. Ceci pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons pas anticipé des départs plus importants que prévu à la retraite. Et il y a eu effectivement, en termes de candidats au concours, moins de candidats que nous ne l'attendions, même si nous avons fait des sessions exceptionnelles de concours. Cette réalité est en train de changer, je veux vous le dire, sur les recrutements, y compris dans des disciplines qui, historiquement, étaient des disciplines qui recrutaient moins. Nous avons beaucoup plus de candidats que nous n'en avions auparavant au concours, et c'est plutôt un bon signe. De surcroît, nous en avons notamment dans des académies qui sont des académies où nous constations une pénurie de candidats et pénurie de recrutement. Donc il y a une évolution aujourd'hui de l'attractivité du métier d'enseignant, qui tient, je pense, aussi à un climat, une atmosphère qui a changé. Et incontestablement, les syndicats d'enseignants saluent le ton qui est celui de ce gouvernement vis-à-vis justement de l'école. Et je
m'abstiendrai de stigmatiser ou de caricaturer qui que ce soit, je veux le dire, mais je pense que euh, il y a eu, hélas, autour de ces suppressions de postes et de la suppression de la formation initiale, là, deux actes qui expliquent aujourd'hui qu'au moment où nous avons voulu recruter à nouveau, le vivier des candidats était moins important que nous n'avions pu l'imaginer. Ce vivier est en train d'être reconstitué. D'abord parce que le métier est plus attractif aujourd'hui qu'il ne l'était, les emplois d'avenir professeurs y contribuent, les SP et le fait qu'on puisse avoir une première année de master dans lesquelles on fait ses premiers stages en quelque sorte, ou ses premières périodes en établissement, on passe le concours, ensuite on a une vraie année en alternance, et ça donne des armes pour pouvoir enseigner. Et il est incontestable aujourd'hui que ces nouvelles maquettes de formation et notamment ces gestes professionnels qui s'apprennent, que l'on soit professeur de langue ou professeur des écoles, eh bien, contribuent à favoriser l'attractivité de ce métier. Pour l'anecdote, le premier déplacement que j'ai fait dans un SP m'a amené à rencontrer des emplois d'avenir professeurs. Et ces emplois d'avenir professeurs étaient réunis autour de moi, et à la question que je leur posais à la volée, je leur demandais alors, est-ce que les premières rencontres avec les élèves ont confirmé la vocation qui était la vôtre? Et la première réponse, c'est une jeune femme, je m'en souviens, euh, qui a levé le bras, mais a pris la parole, m'a dit, écoutez, moi je suis très contente d'avoir fait un emploi d'avenir professeur parce que je sais que je ne veux absolument pas enseigner. Effectivement, aujourd'hui, les SP amèneront peut-être à détourner un certain nombre d'étudiants de ce qu'ils croyaient être une vocation et qui finalement, à partir de leur premier stage, de leur premier retour d'expérience, les amènent à constater qu'ils ne sont pas forcément faits pour enseigner parce que ça leur met un nœud au ventre, parce que ça leur donne des sueurs froides, parce qu'ils n'en ont pas forcément la patience. Là où, et moi je veux le redire et je crois qu'on sera d'accord, moi je veux dire mon admiration pour ce métier. Parce que c'est une remise en cause presque quotidienne ou hebdomadaire de savoir, d'être en capacité de construire des pédagogies différenciées, d'emmener tout le monde vers la transmission, en tout cas des objectifs en termes de compétences, de connaissances, et que ça suppose, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, beaucoup de formation, beaucoup d'investissements en dehors des heures de cours, beaucoup d'implications personnelles, le fait de se mobiliser soi-même pour aller chercher de la ressource pédagogique, et se remettre beaucoup en cause. Et de ce point de vue-là, le numérique et la montée en puissance du numérique n'a pas vocation à se substituer aux enseignants, mais bien à leur faciliter la tâche. Et j'aurai l'occasion peut-être de l'illustrer tout à l'heure sur l'accompagnement des élèves en difficulté. Mais quand le numérique est maîtrisé par l'enseignement comme un outil pédagogique supplémentaire, outre qu'il mobilise davantage l'attention des élèves, il les stimule dans l'apprentissage, dans les différents apprentissages, par l'interactivité, il sollicite en eux des réactions nouvelles, et je crois qu'il a aussi l'immense avantage de modifier le statut de l'erreur. Parce que quand on fait une erreur sur une tablette, on peut l'effacer et on n'est pas immédiatement, on n'a pas l'impression de faire une erreur définitive qui est immédiatement marquée sur la copie. Je crois que on a là un changement de la relation des élèves aux apprentissages qui est extrêmement positif et qui permet aux professeurs d'être beaucoup plus efficaces qu'ils ne l'étaient dans la transmission des connaissances et des compétences. J'ajoute on le verra pour un certain nombre d'élèves qui connaissent des difficultés de dyspraxie, de dyslexie. Aujourd'hui, un simple petit logiciel adossé à un logiciel libre de traitement de texte permet de séparer les syllabes, permet de colorer celles-ci et de faire en sorte que des élèves dont les rythmes d'apprentissage ne sont pas les mêmes suivent la même leçon grâce au numérique. Je le redis aussi, je crois beaucoup dans le dispositif que nous expérimentons pour les élèves en difficulté qui s'appelle Décolle et qui permet là encore, grâce au numérique, de rattraper des retards qui sont des retards que l'on constate au primaire ou quand on constate à l'entrée du collège et font que la scolarisation normale d'un certain nombre d'élèves qui étaient en situation de décrochage est permise grâce aux outils numériques. Je crois de ce point de vue que nous avons à investir dans ces instruments-là comme non pas un substitut à l'enseignant, mais bien comme un outil pédagogique d'accompagnement, de soutien à ces enseignants dans toutes les classes. Sur les questions qui m'ont été posées sur les rythmes, il est un argument que je ne crois absolument pas solide et que vous développez dans les rangs de l'opposition. Or, c'est le cœur de votre argumentation.
Il est de dire, la réforme des rythmes scolaires crée des inégalités, selon ceux qui sont en capacité de mettre en œuvre des contenus importants ou pas sur ces activités périscolaires. Je veux d'abord tordre le cou à une idée préconçue ou un préjugé. Idée selon laquelle, aujourd'hui, on différencierait un bon et un mauvais projet périscolaire en fonction de la richesse de la commune, en fonction de la taille de la commune, ou en fonction de la couleur politique de la commune. Ça n'est vrai dans aucun de ces cas-là. Les discriminants ne sont pas ceux-là. Le principal discriminant est l'existence d'un projet éducatif ou pas, qui facilite d'autant plus effectivement la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été effectivement sensible, et j'ai ouvert ma porte, autant que faire se peut, à celles et ceux des élus qui, nouvellement élus, par l'alternance, ont voulu ou reprendre une copie ou découvrir que la copie était blanche et se saisir de cette question de l'organisation des rythmes scolaires. Mais ce que je ne ferai pas, c'est abandonner la compétence de l'État sur l'organisation des rythmes scolaires. Pourquoi ? Parce que si nous laissions le libre choix, il y aurait encore plus d'inégalités qu'il n'y en a aujourd'hui. Le libre choix que vous proposez, c'est justement l'inégalité partout. Entre les riches et les pauvres, entre ceux qui ont les moyens de porter un projet et ceux qui n'en ont pas, entre ceux qui ont un tissu associatif fort, un tissu sportif fort et qui construiront un PEDT solide ou pas, le libre choix, c'est l'inégalité. Mais ce serait surtout l'inégalité pour les enfants qui verraient leur rythme d'apprentissage modifié selon, alors sans doute, la concertation qui aurait pu être organisée sur le terrain avec les parents d'élèves, les enseignants et les maires, mais selon aussi la bonne volonté de telle ou telle équipe municipale. Et je peux vous dire que ceux qui seraient, dans un premier temps, les premiers adversaires de cela, ce seraient les professeurs. Parce qu'ils demanderaient que l'organisation des rythmes scolaires et du temps scolaire demeure de la compétence de l'État, ce qui me paraît, en termes d'égalité, fondamental. Mais ensuite aussi les parents d'élèves. J'ai entendu beaucoup de remarques, et c'est vrai que sur le samedi matin, qui, objectivement, la meilleure organisation de 9 demi-journées, c'est lundi travailler, mardi travailler, mercredi non travailler, jeudi travailler, vendredi travailler, samedi matin travailler. Pour les chronobiologistes, c'est la formule qui est sans doute la meilleure du point de vue des rythmes de l'apprentissage. Sauf qu'aujourd'hui, au regard d'un certain nombre de situations, notamment en zone urbaine, mais pas qu'en zone urbaine, les divorces, les familles recomposées, le samedi matin scolarisé, alors là, impacte considérablement l'organisation de la vie familiale pour beaucoup de familles recomposées. C'est la raison pour laquelle, souvent, on scolarise, donc on fera le mercredi matin travailler. Mais je maintiens que aujourd'hui, cette organisation du temps scolaire telle qu'elle est issue de la réforme autour des 5 matinées est la réforme à ce stade la plus efficace si l'objectif est bien que pour ce qui relève du temps scolaire, nos enfants demain apprennent mieux qu'ils n'apprennent aujourd'hui. Vous posez la question du périscolaire. Et moi, je n'ai jamais, pas davantage que Vincent Payon, et je veux ici dire que c'est pas correct d'en faire... vous jouez sur Benoît Hamon, vous êtes sympathique, là où votre prédécesseur ne l'était pas. Ça n'est pas vrai. Je le dis, pourquoi ? Parce que bon, je pourrais en être flatté, ça durera ce que ça durera, jusqu'au jour où vous arrêterez de me trouver sympathique moi-même. Mais je pense que réellement, le choix qui a été fait par Vincent Payon, c'est quoi ? Il est tout à fait inédit. Il est de dire que ce qui relève d'une compétence de l'État, l'organisation du temps scolaire, et qui aurait pu justifier qu'elle s'applique sans discussion, soit discutée parce que nous voulions avoir une ambition plus large, qui était, pour reprendre une expression d'un certain nombre d'acteurs du monde éducatif, l'extension du domaine du service public d'éducation, ouvrir au PEDT, à la discussion avec les communes, les parents d'élèves et les enseignants, la question des apprentissages dans le cadre des activités périscolaires. Activités périscolaires qui pouvaient se faire comme avec, l'a dit tout à l'heure Madame Dion, avec les mercredis neige, par exemple, qui sont une spécificité des montagnes, mais j'aurais beau vouloir modifier la géographie, oui, les mercredis pleines, Monsieur Riester, ça va être plus compliqué.
Trouvez, parce que les remontes pente, il y en a un peu moins aussi. Bon, bref. Et pour faire du ski de fond, à la limite, mais il faudrait convoquer la neige aussi, ce qui n'est pas forcément le cas à Coulommiers tous les hivers, vous en conviendrez bien. Donc, nous avons essayé de faire en sorte, justement, d'ouvrir cette discussion. Ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on dise, que la concertation n'a pas eu lieu. Depuis le début de l'année 2013, elle a commencé. Elle a été interrompue par les élections municipales, la campagne des municipales et l'alternance, incontestablement, mais elle a eu lieu. Elle a eu lieu, elle relève d'une initiative du gouvernement. Il n'y avait pas d'obligation à organiser cette discussion, sauf à vouloir être justement plus ambitieux sur le contenu des activités périscolaires, et c'est une ambition que je crois que nous partageons tous ici. Mais à un moment, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et il a une compétence, l'organisation du temps scolaire. Nous en avons fixé les principes. J'ai introduit un décret d'assouplissement. Alors ceux qui étaient favorables à la réforme dans son épure initiale me l'ont reproché. Ceux qui étaient favorables à l'assouplissement m'ont dit que ça n'allait pas assez loin. Je pense qu'il était nécessaire ce décret pour permettre de déverrouiller un certain nombre de situations, notamment en zone rurale, où des communes de petite taille, dans certaines intercommunalités, ont besoin de mobiliser l'ensemble du temps périscolaire sur une après-midi de façon à ce qu'on puisse mutualiser les intervenants, qui sont les mêmes souvent sur une intercommunalité, le lundi après-midi dans la commune A, le mardi après-midi dans la commune B, le jeudi après-midi dans la commune C, etc. Ça fait des économies d'échelle, ça rend réalisable la mise en œuvre d'activités périscolaires de bonne qualité. C'était donc nécessaire de le faire. Nous avons aussi ouvert à des expérimentations qui nous précédaient et qui étaient de bonne qualité. Je pense à Épinal, qui avait là, et que vous connaissez, qui est un député maire de votre formation politique, qui souhaitait que le décret puisse s'adapter à ces expérimentations dans l'intérêt de l'enfant, et il était indiscutable qu'elle l'était, et nous l'avons fait. Je veux dire que M. Demazière, par exemple, tout à l'heure, a travaillé, a trouvé des solutions, mais objectivement, il m'appartenait de lui dire que les solutions qu'il proposait étaient en dehors des clous, puisqu'elle conservait l'épure d'une semaine de 4 jours, et pas le principe des 5 matinées, même s'il y avait un samedi sur 2. L'objectif, c'était pas qu'il y ait finalement 5 matinées une semaine sur 2, c'est que en règle que l'ordinaire, ce soit 5 matinées. Et nous avons travaillé avec lui jusqu'au moment de constater un désaccord. Mais je lui dis à lui, comme je dis à tous les maires, le 6 juin, le DAZEN, le rectorat arrêtera une organisation du temps scolaire. Mais si vous souhaitez que pour la rentrée qui suit 2015, soit à partir de l'expérience que vous ferez de cette organisation du temps scolaire, soit ouvert une nouvelle période d'expérimentation, sur la base toujours des décrets existants, cette possibilité sera toujours ouverte. Et dans les financements, puisqu'il m'appartient de répondre à tous sur les financements, qu'est-ce qui sera pérenne? Qu'est-ce qui existe pour cette année et pour l'année prochaine? Ce qui sera pérenne, ce sont les financements par les CAF. De toutes les activités périscolaires labellisées par les CAF, en fonction, vous le connaissez, des niveaux des encadrants, des taux d'encadrement, etc. Ces financements-là sont des financements pérennes. 54 € par enfant. Je ne dis pas qu'ils concernent toutes les activités périscolaires, puisqu'ils répondent à des critères dont j'ai demandé à la CNAF qu'ils soient simplifiés, qu'on n'ait pas un dossier à faire par école, parce que c'est vrai que ça devient très compliqué. Ça me permet de répondre d'ailleurs à Benoît Apparu pour lui dire que, mais il a connu ça, qu'on a effectivement un peu d'interministériel à faire pour simplifier les initiatives des uns et des autres en matière de politique de la ville, de contrats locaux, en tout cas des initiatives qui sont prises par les collectivités locales et de PEDT, parce qu'il y a là effectivement des initiatives qui sont souvent redondantes et qui nous amènent forcément à mettre un petit peu parfois de brouillard dans la tête de tous les acteurs, là où nous voudrions être plus clairs, plus efficaces dans la mise en œuvre de ces activités périscolaires. Donc d'accord sur le constat, et je lui dis, moi, en tout cas je vous dis, monsieur Apparu, ma volonté, ma disponibilité pour qu'on avance vers davantage de clarté dans ce domaine-là. Je reviens au financement par le FARS. Il était prévu pour l'année 2014-2015. Oui, 2014-2015. Il est de 50 € par enfant pour tous les enfants, qui est activité périscolaire ou pas, hein, au passage. 40 € de plus quand on est en ZRR ou en zone urbaine sensible.
qui fait 90 euros. Et ça, c'est pour l'année 2014-2015. Le phare s'est prolongé pour l'année 2015-2016. Le Premier ministre rendra des arbitrages sur le montant de ce fonds. Il n'est pas dit qu'il faille, je vous le dis, aider de la même manière toutes les communes, selon que certaines communes sont riches ou pas, font payer ou pas. Et là encore, les projets se distinguent les uns des autres, hein. Ils ne sont pas tous de la même qualité du point de vue du ministre. Mais il ne m'appartient pas de donner des notes ou des smileys selon que je sois plus ou moins content de ce qui est fait. L'essentiel pour moi, c'est qu'il y ait les 5 matinées et qu'on ait une organisation du temps scolaire qui soit favorable aux apprentissages et que nous progressions dans le niveau des activités périscolaires vers un optimum local, discuter le plus possible avec tous les acteurs des mouvements d'éducation populaire, du mouvement sportif. Ça me permet de répondre à M. Joannico sur le fait qu'avec le CNOSF, nous avons discuté des opportunités qui étaient offertes par les activités périscolaires de pouvoir proposer, dans le cadre de bon nombre de disciplines qui restaient confidentielles, des activités nouvelles à des enfants qui nous permettront non seulement de pouvoir familiariser les élèves à des activités sportives qu'ils ne pratiquaient pas, de détecter des talents beaucoup plus tôt et probablement aussi de former des champions dans des disciplines où nous n'en avions pas. Et c'est évidemment une opportunité qui intéresse considérablement le mouvement sportif. Mais interrogeons-nous aussi sur une des réalités que nous rencontrons. C'est qu'effectivement, les mouvements d'éducation populaire, le mouvement associatif, le mouvement sportif, n'a plus toujours la même robustesse financière qu'il avait auparavant. Marie-Georges Buffet a l'air d'opiner du chef. Mais pourquoi ? Parce que nous avons aussi des modes de financement de ces acteurs associatifs qui reposent de plus en plus sur de la mise en concurrence et de l'appel à projet, de moins en moins sur la subvention. Et qu'en conséquence de quoi, il y a une consolidation de ces acteurs, qu'il y a moins d'acteurs, notamment dans les territoires les plus en difficulté, et que incontestablement, indiscutablement, la structuration sur le terrain par ces acteurs du monde associatif est parfois moins performante qu'elle ne pouvait l'être auparavant, même si souvent ils se sont professionnalisés, ce qui va dans le sens d'une réponse aussi plus efficace à la demande qui peut être celle des familles et des mères dans le cadre de l'organisation des activités périscolaires. Mais on trouve aussi moins d'interlocuteurs aujourd'hui que nous pouvions en avoir dans le passé. C'est aussi la conséquence de choix budgétaires et de choix politiques qui ont été faits dans le financement des acteurs associatifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout sur les rythmes. Je voudrais dire un mot, pardon d'être un peu décousu, mais les sujets étaient tellement nombreux. Je voudrais dire un mot des ABCD de l'égalité. Parce que c'est une question qui m'a été posée et qui, un journal fait état de rumeurs, journal qui aura consacré le plus de papier à ce sujet, qui s'appelle le Grand Journal du Matin, Figaro, pour ne pas le cacher, qui a consacré presque une page à ce sujet. Moi, mon objectif, il est quoi ? C'est que la culture de l'égalité, elle s'enracine à l'école. Que la lutte contre les stéréotypes sexistes, elle s'enracine à l'école. Qu'il n'y ait pas d'orientation des garçons et des filles en fonction de préjugés sexistes. Des métiers étant non pas réservés aux garçons et d'autres réservés aux filles, mais presque prédestinés, parce qu'on considère qu'il y a certains métiers qui sont davantage faits pour les garçons que pour les filles, des formations ou des orientations davantage faites pour les garçons que pour les filles. De surcroît, le respect mutuel, ça s'apprend, et ça doit s'apprendre à l'école. Moi, j'ai, par exemple, un point de vigilance aujourd'hui sur le fait qu'au collège, des élèves, des jeunes filles, s'abstiennent des sorties scolaires, s'abstiennent d'aller en éducation physique et sportive, sont des stratégies d'évitement. Moi, cela me préoccupe. Cela me préoccupe parce que nous avons là une réalité qui est une réalité plutôt croissante et vis-à-vis de laquelle nous devons être ni dans la caricature sur le fait que ce serait un phénomène de masse, ça n'en est pas un, mais nous devons le traiter sérieusement. Parce que l'éducation physique et sportive, les sorties pédagogiques, elles ont vocation à contribuer à l'épanouissement, à l'émancipation, à l'apprentissage du libre arbitre et puis de toute façon à la transmission d'un certain nombre de connaissances que nous jugeons indispensables à l'école ou au collège. Mais pour revenir à la question des ABCD de l'égalité, moi je considère que il faut l'égalité, ce n'est pas l'indifférenciation.
pas davantage que nous n'avons voulu, avec les ABCD de l'égalité, introduire la théorie du genre à l'école. Et il faut arrêter de représenter ces instruments pédagogiques différemment de ce qu'ils sont. Mais je tiens compte de ces représentations. Et là, je ne parle pas de ce que peuvent être les positions d'un certain nombre de groupes qui, en fait, sous prétexte de remettre en cause ce qui serait la théorie du genre, attaquent le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne leur réponds pas à eux. Je dis simplement que, dans une société où les écoutilles sont fermées, les principes d'égalité doivent être enseignés de telle manière que l'objectif prime sur l'objet en lui-même. Et mon objectif, dans le cadre de la refonte des programmes, est de faire en sorte que cette culture de l'égalité, le respect mutuel, eh bien, s'enracine au primaire comme une des missions qui sera une des missions de l'égalité. Nous verrons ce que sera l'évaluation des ABCD de l'égalité par la mission. Une mission a été confiée à l'inspection générale d'évaluer les ABCD de l'égalité. Mais je le dis, l'objectif de l'égalité, je ne transigerai pas. Les voies et les moyens pour y arriver, notamment en lien avec ce qui sera fait dans le cadre des propositions du CSP. Nous en discuterons avec, évidemment, le Premier ministre. Mais sur cet objectif d'égalité, je crois qu'il faut poursuivre la lutte contre les stéréotypes sexistes à l'école par des voies et des moyens que nous choisirons dès lors que nous connaîtrons l'évaluation de ces ABCD. J'espère que de ce point de vue-là, j'ai pu rassurer celles et ceux qui pensaient que nous allions abandonner l'objectif qui reste pour moi un objectif tout à fait essentiel. Les plus inquiets ne sont plus là. Oui, mais je ne suis pas sûr que même en disant cela, les inquiets... je pense qu'il y a des inquiets qui resteront inquiets. Pas fondamentalement parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont en désaccord profondément avec le fait qu'on puisse parler et enseigner l'égalité. Je le dis, l'égalité, ce n'est pas l'indifférenciation. Je ne le crois pas. C'est ma conviction profonde. Et ce n'est pas ce qu'on enseigne aujourd'hui à l'école, l'indifférenciation entre les garçons et les filles. Mais l'égalité, le respect mutuel, la lutte contre les stéréotypes, ça doit continuer à nous mobiliser. J'ai eu 2 questions, je crois, qui m'ont été posées. Je voulais y répondre, même si tout le monde n'est plus là pour m'entendre. Alors, je poursuis. Un mot sur les SP. Yves Durand m'a interrogé dessus, Marie-Georges Buffet également, Martine Martinel aussi. Benoît Paru, j'y ai répondu un peu sur les maquettes nationales en lui disant que les SP c'était... Mais je suis sûr qu'au fond, il est d'accord en plus. Que c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce qu'on apprend justement... Mais il n'y avait plus grand-chose. Mais il y avait d'excellents professeurs d'université qui apprenaient à un futur professeur de langue de maîtriser parfaitement l'anglais. Mais vous pouvez être un excellent excellent géographe et un très mauvais professeur de géographie. Et il a dû nous arriver d'en croiser dans le passé aussi. Mais là, on va essayer d'éviter... mais on en reparlera, M. Apparu. Je pense que c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. J'y rajoute le fait qu'aujourd'hui, dans les concours, il y a de la professionnalisation. Et que nous professionnalisons aussi les concours et que les étudiants sont interrogés aussi sur cet aspect de leur formation professionnelle. Quid des dossiers ayant 1 an d'accréditation? Il y a des sites qui n'ont eu qu'1 an d'accréditation, vous l'avez dit, Yves Durand, Toulouse, Grenoble, Lyon, Versailles et Paris. Ils remettent leur nouvelle copie ces jours-ci, que nous sommes en train d'évaluer avec les services. Et les arrêtés d'accréditation seront présentés au CNESER en juillet, je voulais vous le dire, à partir de ces dossiers. Chacun d'entre eux est évidemment un cas particulier qui a fait l'objet d'un suivi en tant que tel. Globalement, c'était tous des dossiers qui avaient besoin d'un peu plus de temps, ce qui justifie cette situation. Quel bilan peut-on faire de la mise en place des SP? D'abord, il y a 30% d'effectifs en plus à l'entrée des SP dès la première année. Les concours ont été, je l'ai dit, tous reprofessionnalisés. Nous aurons un premier rapport des inspections générales fin juin et nous aurons évidemment les résultats des concours qui arriveront dans les prochaines semaines et que je ne
par définition, je ne connais pas. Mais nous pourrons faire à ce moment-là un bilan beaucoup plus complet du fonctionnement des SP. Je le redis, que ce qui a profondément changé, c'est bien que nous avons reprofessionnalisé la formation des professeurs. Dès la première année de master, avant le concours, il y a déjà des rencontres et des stages qui sont faits dans les établissements. Évidemment, la deuxième année est une année en alternance et nous avons un concours qui fait une place de plus en plus large à l'acquisition des compétences professionnelles, ce qui est une manière de vérifier que nous aurons des professeurs qui ont parfaitement assimilé les gestes professionnels indispensables pour enseigner correctement. Au-delà, je les prends les uns après les autres. Les sujets. Je crois avoir répondu du coup à Barbara Pompili sur le même sujet. Elle me posait la question sur la formation continue, qui était aussi une question posée par plusieurs. Je voudrais vous dire qu'il y a sur le même modèle que les maîtres formateurs du premier degré, la création de la fonction de professeur formateur académique. Ce seront des enseignants expérimentés, déchargés partiellement des temps d'enseignement pour accompagner les nouveaux enseignants et participer avec les SP à la formation formation continue qui s'ouvre déjà à d'autres personnels de l'éducation nationale que des professeurs, notamment les CPE, et il y aura vocation évidemment à ce que ces SP concernent de nombreuses autres personnels que les seuls enseignants. C'est là encore une mission qui leur sera confiée progressivement dans le temps. Je rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle carte et des nouvelles missions des réseaux d'éducation prioritaire, 3 jours de formation dans l'année supplémentaire sont dégagés pour assurer une meilleure formation continue des enseignants, notamment en REP+, et en REP. J'ai été interrogé sur quels avaient été les critères de ces 102 réseaux préfigurateurs. Nous sommes là dans la préfiguration des futurs réseaux d'éducation prioritaire dits plus, c'est-à-dire ceux qui ont les plus grandes difficultés. Nous aurons en 2015 à arrêter une liste de REP+, et de REP, ce qui ne veut pas dire que d'abord dans l'intervalle, avec ces 102 réseaux préfigurateurs, les dispositifs précédents soient abandonnés. Ils subsistent jusqu'à ce que nous mettions en place la nouvelle carte de l'éducation prioritaire. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'à partir du moment où il y a une nouvelle carte de l'éducation prioritaire fondée sur un critère qui est un critère objectif, le nombre d'enfants qui, en sixième, connaissent des difficultés importantes, dans des zones urbaines sensibles, le niveau de revenu des parents, c'est un indicateur social robuste, mais qui peut nous amener à détecter, évidemment, et à considérer que de nouveaux territoires doivent être en éducation prioritaire, mais que d'autres doivent sortir de l'éducation prioritaire. Sur ce point, j'aurais évidemment, au-delà de cet indicateur, une attention évidemment peut-être plus fine et plus sensible à des territoires qui obtiennent des premiers résultats en raison des réseaux d'éducation prioritaire et que l'abandon de ces politiques prioritaires pourrait fragiliser. Et nous regarderons évidemment avec les élus locaux qui seront consultés sur cette carte de l'éducation prioritaire ces territoires sortants qui pourraient justifier d'un examen plus fin. Mais je voudrais dire que pour les territoires qui sortiront, nous maintiendrons une clause de sauvegarde, notamment sur le régime indemnitaire des enseignants, de façon à ce que du jour au lendemain, ils ne perdent pas le bénéfice de l'indemnité dont ils bénéficiaient dans ces territoires d'éducation prioritaire. Et je rajoute que cette indemnité sera revalorisée en REP et en REP+, dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle carte de l'éducation prioritaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les inquiétudes. Je comprends que sur ce sujet, il y ait de la part des élus qui ont des quartiers difficiles, un travail des équipes pédagogiques qui sur le terrain entre le collège et les écoles, un travail important, une stabilité des équipes, une forte implication des équipes, une inquiétude à ce que les moyens baissent. Le but, c'est pas évidemment de couper ces équipes dans leur élan, mais il faut aussi que l'on concentre les moyens là où il y a le plus de besoins, sans pour autant réduire la voilure de l'éducation prioritaire. Le constat que je fais, c'est qu'il y a une augmentation des inégalités sociales. C'est pas pour réduire la voilure de l'éducation prioritaire que je fais ce constat.
je le dis, l'objectif c'est d'améliorer encore les performances de l'éducation prioritaire et d'être toujours très ambitieux en matière de couverture du territoire dans ce domaine-là. Ça m'amène à dire un mot, je saute du coq à l'âne, mais sur des inégalités sociales, j'en viens aux inégalités territoriales. Madame, je crois que c'est pas Madame Bourguignon, je ne sais plus qui m'a interrogé sur la jurisprudence Cantal. C'est Madame Bourguignon. On l'appelle comme ça la jurisprudence Cantal. Le député Glavany m'interroge régulièrement sur la possibilité d'étendre cette jurisprudence à d'autres départements. D'abord, je voudrais dire que si aujourd'hui il y a des mouvements en termes d'effectifs dans des académies, il y a des mouvements souvent des territoires ruraux vers les territoires urbains. Pourquoi ? Parce qu'il y a une démographie scolaire en hausse dans un certain nombre de métropoles, là où il y a une démographie scolaire en baisse dans des territoires ruraux. Mais en dépit de cela, je voudrais quand même dire que le taux d'encadrement dans des académies, par exemple comme Midi-Pyrénées, entre la Haute-Garonne par exemple et les départements autour, est en défaveur de la Haute-Garonne et en faveur des départements ruraux. Cela étant dit, une fois que j'ai dit cela, ce que je sais, ce que je constate aussi, c'est que la fermeture d'une classe dans un certain nombre de communes ou d'intercommunalités peut avoir un impact en termes d'activité qui est un impact économique, social considérable, outre l'impact psychologique toujours très fort de la fermeture d'une classe quand ce n'est pas la fermeture d'une école. Donc je suis évidemment attentif à la parole qui est celle des élus ruraux. Ce que je dis, c'est que ce que nous avons fait dans le Cantal repose sur un engagement extrêmement fort des élus, sur l'engagement de proposer d'ici 3 ans une carte scolaire qui suppose que des écoles dans lesquelles il y a entre 1 et 3 classes ferment et voient leurs effectifs diminuer. En tout cas, le nombre de postes affectés dans certaines communes diminuer. Cela suppose aussi un travail volontariste en matière de regroupement pédagogique. Donc une implication qui est une implication forte des élus, condition sine qua non pour obtenir la neutralisation pendant une période de 3 ans du nombre des postes qui sont affectés à ces départements. Donc nous verrons au cas par cas les situations dans lesquelles nous pouvons élargir ce dispositif. Je n'y suis pas fermé, je le dis, et je regarderai les situations les unes après les autres. Je n'y suis pas fermé, mais je suis aussi garant de l'intérêt général. Alors ça peut être à l'échelle d'un département, d'un territoire, c'est aussi à l'échelle de la nation, sur les moyens qu'on affecte aux territoires qui ont le plus de besoins, notamment de professeurs aujourd'hui. J'ai été interrogé sur la voie professionnelle par plusieurs d'entre vous. Sur l'enseignement professionnel, il me semble que, une fois qu'on a dit qu'on voulait revaloriser l'enseignement professionnel, tout le monde est... voilà, il n'y a pas un ministre qui va dire le contraire, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est incontestable aujourd'hui que nous avons besoin d'une filière qui, après le bac, cible et vise l'emploi et l'insertion directe sur le marché du travail. C'est la filière professionnelle qui est dédiée notamment à cela, la filière technologique aussi, mais la filière professionnelle en particulier. Le grand changement, ou en tout cas un des premiers changements, il y en a, je vais en donner 2 qui sont d'ores et déjà engagés, c'est dans le cadre du -3+3, le fait que depuis la loi enseignement supérieur recherche, il y ait des contingents de jeunes bacheliers professionnels qui puissent intégrer les BTS et qu'il y ait une meilleure continuité dans les cycles d'études de ces jeunes bacheliers professionnels, là où bon nombre d'entre eux se destinent à poursuivre leurs études au-delà du bac professionnel. En réalité, parfois, après le bac pro, une période d'apprentissage est parfois est réellement le bon moyen d'intégrer le marché du travail avec des taux d'embauche derrière qui sont tout à fait positifs. Donc nous allons continuer évidemment à valoriser cette continuité entre le bac pro et l'enseignement supérieur, mais je veux, et notamment dans le cadre de la conférence sociale, et dans le cadre des discussions que nous aurons avec les branches professionnelles, faire en sorte que les entreprises, les branches professionnelles prennent davantage d'engagement qu'elles n'en prennent aujourd'hui pour offrir des débouchés
à ces filières professionnelles, euh, d'autant plus légitime que, notamment dans le cadre des campus des métiers, des lycées des métiers ou des lycées professionnels, nous faisons une large place au dialogue avec les entreprises et les branches professionnelles au moment d'arrêter le contenu des diplômes et des formations. On peut sans doute faire mieux quand on parle de rénovation des diplômes, parce que ça met parfois 3 ans, et ensuite il faut 3 ans pour que sorte un bac pro. Donc 6 ans, c'est un peu long pour non seulement rénover un diplôme et bénéficier donc des jeunes formés à partir d'un diplôme de rénové. On peut sans doute accélérer ces process de rénovation des diplômes, et on pourra faire mieux. Mais il faut aussi que dès lors que ce dialogue existe et qu'il est de plus en plus étroit entre des entreprises, PME, grandes entreprises, et nos enseignants, nos formateurs dans l'enseignement professionnel, le lien soit aussi plus fort au moment d'organiser le débouché dans les branches professionnelles de ces formations. On le voit très bien, notamment dans le cadre des campus des métiers et des qualifications, où on observe que des formations dont l'intitulé pourrait apparaissait un peu archaïque parce que auparavant, dès lors que ces formations s'intègrent à un campus des métiers et des qualifications qui se consacre à la propulsion au système embarqué, ben, on retrouve soudain un éclat qu'il n'avait pas auparavant. Euh, Concrètement, la formation n'a pas fondamentalement changé, elle reste la même, mais inscrite dans un dialogue plus fort avec le monde des entreprises, avec des établissements d'enseignement supérieur, des établissements de recherche, des CFA. Ces campus des métiers et des qualifications réunissent des compétences qui permettent d'organiser, je crois, une meilleure insertion sur le marché du travail de ces jeunes. Nous poursuivrons la labellisation de campus des métiers et des qualifications. 14 d'entre eux ont été labellisés. Nous allons en labelliser 10 supplémentaires. Nous avons de nombreux projets qui sont aujourd'hui examinés. Ils vont dans le sens d'une amélioration du débouché professionnel pour les jeunes en bac pro. Je veux dire une chose, le taux de réussite au bac pro est inférieur aux filières générales et technologiques. On peut le voir comme une conséquence du fait qu'une partie des jeunes qui sont en bac pro y sont non pas par choix, mais parce que ils n'avaient pas d'autre choix et qu'ils ont subi leur orientation. Mais aussi, on peut le voir comme la conséquence d'un bac qui n'est pas bradé. Le bac pro, qui s'appuie sur des contrôles en cours de formation et des examens en fin d'année, c'est un bac qui n'est pas bradé. Le niveau d'exigence du bac pro, il est réel et il justifie, il explique que les taux de réussite au bac professionnel soient moins importants qu'au bac technologique et au bac général. Ça doit nous conduire à essayer d'améliorer ces taux de réussite, à continuer à élever le niveau, mais je veux dire que ça n'est pas un bac qui est bradé. Et ce que je crois surtout très important, c'est que sur ce qui concerne l'orientation qui a été évoquée par l'un ou deux d'entre vous, ou l'une ou deux d'entre vous, sur l'orientation, il faut sans doute, c'est même pas sans doute, il faut incontestablement rompre avec ces formes d'orientation qui procèdent de l'autocensure de certains jeunes ou de certaines familles qui pensent qu'il n'y a qu'une filière qui est faite pour eux, c'est la filière professionnelle, là où ils seraient parfaitement capables de continuer une scolarité dans la filière générale et technologique, et que un certain nombre de ceux qui contribuent à l'orientation de ces élèves considèrent qu'il y a des filières qui sont suffisamment bien pour certains jeunes, et cette filière étant la filière professionnelle, ce qui contribue à dévaloriser cette filière-là. Je crois que cette question de l'orientation, notamment en troisième, est tout à fait déterminante. Et c'est pour ça que je serai très attentif aux résultats de l'expérimentation de l'orientation avec le dernier choix aux parents, qui semble donner des résultats qui sont des résultats intéressants dès lors que les parents sont informés très en amont de cette nécessité en tout cas des critères ou des paramètres qui participent au choix d'orientation de leur enfant. Mais il y a là des dispositifs qui sont des dispositifs qui peuvent faire l'objet d'une généralisation ou d'une mise en œuvre plus large, s'ils donnent satisfaction. En tout cas, je crois que cette implication plus forte des familles et des parents au choix de l'orientation peut être un choix important, dès lors que ces familles aussi ne s'autocensurent pas. Un chiffre, je regardais les vœux en termes d'orientation en troisième pour le lycée de familles dont les enfants ont eu entre 8 et 10 de moyenne en troisième. On avait comme vœu pour des familles défavorisées toujours un vœu vers l'enseignement professionnel. Par contre, pour des familles dont l'enfant avait eu pourtant les mêmes notes
que leurs voisins issus d'une famille plus pauvre. Pour les familles plus aisées, le vœu était toujours l'enseignement général et technique. C'est-à-dire que nous avons aussi des formes d'autocensure qui existent chez certaines familles avec lesquelles il faut rompre. Ça doit nous amener à rediscuter de ce qui a été fait dans le cadre de la mission du député de Madame Valérie Corre et présidée par Monsieur Breton sur le rôle des parents, à repenser ou à rediscuter le rôle des parents et la place qui doit être la leur dans la coéducation. Ça a été l'objet d'un débat. Et le député Belot s'en souvient, puisqu'on avait évoqué d'ailleurs la question des devoirs. Et je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas introduire des inégalités supplémentaires aujourd'hui à l'école par le biais des travaux qui pourraient être exigés des élèves en dehors de la classe. Mais nous avons, autour de cette question de la place des parents, un enjeu tout à fait déterminant alors, pour qu'ils puissent faciliter le fait de faire sauter un certain nombre de verrous culturels ou psychologiques dans l'orientation des élèves à la fin de la scolarité obligatoire. Je voulais continuer sur l'organisation territoriale. La question m'est posée sur ai-je en tête la carte des académies, la liste des recteurs. Bon, je veux dire que la carte, elle a 3 jours. C'est cela, 3 jours. C'est lundi que le président de la République a rendu... oui, hier, en tout cas avec la tribune qu'on a... 48 heures. Bon, on nous demande déjà l'organisation territoriale de l'État qui accompagne cette nouvelle organisation des pouvoirs politiques en région. D'abord, je rappelle que le Premier ministre a dit que la discussion n'était pas achevée, donc il ne m'appartient pas d'anticiper sur ce que sera la version définitive de cette organisation politique des régions, mais nous discuterons alors là très sereinement du nombre d'académies nécessaires au regard de cette nouvelle carte du pouvoir politique en région. Il y a déjà plus d'académies qu'il n'y a de régions, donc il y en aura sans doute toujours plus qu'il n'y a de régions. Des sujets peuvent être parfois tout simplement le calendrier scolaire et le fait que 2 régions qui fusionnent et se rassemblent n'aient pas les mêmes calendrier de vacances qui va proposer parce qu'elles n'appartiennent pas aux mêmes zones. Il y a déjà ces sujets-là qui me sont posés par certaines régions. Je pense que honnêtement, si de l'appréciation comme ça un peu intuitive que j'ai du débat, j'ai pas l'impression que ce sera à l'éducation nationale que les sujets les plus difficiles, si c'est le point dur de la réforme territoriale, je suis assez confiant. J'ai l'impression qu'il y aura d'autres difficultés ailleurs avant que se posent des difficultés véritables dans ce domaine-là. Le député de Rogemont a sans doute un avis sur la question, mais je ne vais pas l'interroger à ce stade, si vous le voulez bien. D'ailleurs, je voulais du coup avoir un mot sur le calendrier scolaire, puisque j'ai été interrogé, je crois que c'était par Madame Dion, sur le calendrier scolaire. Le principe, c'est 7 semaines de travail, 2 semaines de vacances. Voilà l'idéal, mais après, il y a des zones. Et des zones qui nous amènent à ce que ce principe-là ne soit pas respecté partout. Une des souplesses introduites par le décret que j'ai proposé porte notamment sur la possibilité d'alléger la semaine scolaire pour raccourcir les vacances. Ma recommandation est que si ces vacances sont raccourcies, que ce soit les vacances d'été qui le soient. Immédiatement, ceux et celles qui vivent du tourisme se sont inquiétés de cette souplesse-là. Je ne souhaite pas aujourd'hui ouvrir un débat plus sur le calendrier scolaire à cette étape, mais je pense que quand il y a une souplesse et quand elle est saisie dans le cadre du décret complémentaire sur la réforme des rythmes scolaires, c'est sur les vacances d'été que l'on va rattraper le temps qui est un temps qui est pris sur la semaine scolaire. Pour faire vite, quand on passe de 24 heures à 23 heures scolarisées en semaine, cela fait 36 heures qu'il faut reprendre sur les vacances scolaires, ce qui fait à peu près 1 semaine et demie de classe. C'est ainsi qu'un certain nombre de communes mettront en œuvre la réforme des rythmes scolaires. Ça m'amène à parler, puisqu'on parle du calendrier scolaire, de la pré-rentrée et de la rentrée. Je vais vous dire, si j'avais dû faire ce report de la rentrée pour une autre raison que celle que j'ai donnée,
vu les réactions et vu le caractère parfois incrédule de mes interlocuteurs quand je leur ai dit nous ne savons pas faire aujourd'hui, en l'état actuel des moyens qui sont les nôtres, cette pré-rentrée en raison de la modernisation d'un logiciel pour autrement qu'au 1er septembre, euh, pour abriter soi-disant l'accord secret entre Benoît Hamon et des syndicats, il y avait mieux que cette excuse-là. Hein. Moi, je préfère, je le dis, assumer de manière transparente quand je n'ai pas la solution technique à un problème donné. Indépendamment de la communication de tous les syndicats pour ou contre. Pour ou contre l'excuse et des organisations qui disent on va faire comme si on y croyait. Moi, je ne suis pas là pour mesurer la foi des uns et des autres dans la parole du ministre. Chacun prend ses responsabilités, moi je prends les miennes. Quand quelque chose ne marche pas, moi je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités et j'assume ce choix, même s'il me coûte à la fin et que j'ai à porter les conséquences de ce choix dans le fait que des journalistes, des organisations syndicales, l'opposition me prêtent un accord secret avec tel ou tel syndicat. Honnêtement, je ne vois pas bien le bénéfice politique que j'en ai tiré. Si jamais c'était pour en tirer un quelconque bénéfice politique. Ou alors si quelqu'un le trouve, qu'il m'indique où il est, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas bien vu le bénéfice politique. Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun dividende politique personnel à tirer de cette décision-là. Il y a le fait que je prends acte d'une difficulté qui m'est posée par mes services, que cela plaise ou non, au ministre lui-même d'ailleurs, ou non, et que j'étais obligé de reporter la pré-rentrée au 1er septembre, donc la rentrée au 2, si on veut notamment que dans les écoles primaires, la pré-rentrée se fasse correctement, ce qui était là une exigence du point de vue des intérêts de l'élève. Et j'ai dit aussi que nous discuterions lors du CSE avec les organisations syndicales sur la façon de rattraper cette journée. Je n'ai pas volé une journée aux élèves, comme je l'ai entendu dire. Et on me prête des intentions. Je vole des journées aux élèves. Donc je vole pas des élèves. Non, mais il y a des fois, je trouve que, voilà, j'essaye moi d'assumer mes responsabilités. Et là, je l'ai fait. Je continuerai à faire le choix de la transparence sur les décisions que je prends, et même quand elles ne me plaisent pas, parce que je n'ai pas d'autre choix que de les prendre. Et même quand mon prédécesseur s'était engagé sur une rentrée le 29 août, sur la base d'informations qu'il avait à cette époque-là, qui l'ont amené à prendre ses engagements, pour constater, moi, quelques mois plus tard, que nous ne pouvions pas tenir cet engagement. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ça ne m'a pas fait plaisir, ça ne vous a pas fait plaisir. Je ne crois pas que les professeurs soient ravis, comme je le lis sur les blogs, d'avoir un week-end de plus parce qu'ils vont pouvoir continuer leurs vacances. Vu l'image que ça renvoie d'eux, beaucoup me disent vraiment vous ne nous faites pas un cadeau. Mais je fais de cadeau à personne. J'essaye d'éviter que cette rentrée, qui ne sera pas facile, se fasse avec le désordre supplémentaire d'une rentrée qui aurait été mal organisée si elle avait lieu le 29 août, notamment pour celles et ceux à qui les 40 000 nouveaux professeurs qui arrivent à l'école avaient besoin d'un contrat de travail sur 2 jours. Je vous passe les détails techniques, mais nous avions là une difficulté qui était une difficulté réelle. Voilà, c'est ainsi que j'ai travaillé et je continuerai. Sur les élèves en situation de handicap, dire que nous en avons aujourd'hui, je regarde les chiffres, près de 239 000 qui sont scolarisés dans les établissements du ministère de l'Éducation nationale. Et ce sont des chiffres, sachez-le, puisque nous avons posé dans la loi de refondation le principe de l'inclusion scolaire, ces chiffres sont en augmentation de 11% par an. Nous avons une augmentation du nombre d'élèves en situation de handicap qui sont scolarisés dans les établissements du ministère de l'Éducation nationale, ce qui est tout à fait important. Nous prenons en compte le handicap désormais dans le tronc commun des SP. Il y a dans la formation et dans les maquettes, voilà quelque chose de tout à fait important pour les professeurs, la prise en compte de ces situations de handicap dans la formation des enseignants et qui leur permet eux aussi de faire face à l'altérité à travers le handicap dans leur classe et en prenant la mesure de l'altérité, de savoir aussi faire accepter à leurs élèves l'altérité à travers l'existence du handicap pour un de leurs camarades. Nous avons décidé aussi
de mettre en place un dispositif particulier sur les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, ce qu'on appelle les élèves 10, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie et les troubles de l'attention, avec un plan d'aménagement pédagogique qui sera mis en place dès cette rentrée scolaire. J'ajoute que, là encore, le dispositif d'école qui utilise un certain nombre d'outils numériques est un dispositif qui est très utile pour faciliter, ou en tout cas pour mieux accompagner des enfants en situation de handicap ou qui ont des troubles de l'apprentissage, pour qu'ils ne perdent pas trop de terrain par rapport à leurs camarades et qu'ils puissent être parfaitement à l'aise et épanouis dans une classe ordinaire. Euh, pour ce qui relève de la scolarisation en milieu ordinaire, je vais vous rappeler donc que nous avons décidé de consolider le rôle des AVS, des auxiliaires de vie scolaire. D'abord en leur proposant, alors le mot est horrible, mais la CDIsation, je ne sais pas comment on dit, mais en clair, le fait qu'au terme d'une période de 6 ans, 2400 d'entre eux bénéficieront d'ailleurs dès cette rentrée, ils puissent avoir un CDI, qu'ils puissent ensuite valider leur qualification grâce au travail et à la validation des acquis de l'expérience que nous leur permettrons. Et donc nous avons là une démarche diplômante qui, je crois, correspond à des demandes qui étaient celles de ces assistants d'éducation qui exercent des missions d'accompagnement et qui, pour 28 000 d'entre eux, au terme des 6 ans d'exercice de leur activité, se verront donc proposer un CDI. Je veux dire que dans ce domaine-là, nous sommes en train de finaliser les circulaires et les arrêtés qui seront nécessaires à l'officialisation de cela. Beaucoup d'AVS sont venus m'en parler. Il y a beaucoup d'attentes, à la fois des familles, du corps enseignant, de la communauté éducative, mais évidemment des auxiliaires de vie scolaire eux-mêmes, pour obtenir des garanties sur cela. Dans le cadre du plan autisme 2013-2017, un effort sera fait pour améliorer la scolarisation des très jeunes enfants autistes, en améliorant encore la complémentarité entre l'école et les établissements du secteur médico-social. Dès la rentrée scolaire prochaine, 30 unités d'enseignement dédiées à la scolarisation des jeunes élèves autistes seront implantées dans les écoles maternelles, une dans chaque académie. Il s'agit là d'un engagement fort. L'objectif est de parvenir à 100 unités d'enseignement en maternelle à l'horizon 2017. Là encore, par rapport aux questions qui m'ont été posées sur les CLIS, nous avons le souci que, quel que soit le handicap des élèves, je crois que la question m'était posée par Madame la députée Le Houerou tout à l'heure, les classes pour l'inclusion scolaire dans le premier degré, les unités localisées pour l'inclusion scolaire, les ULIS dans le second degré, doivent contribuer à aider à un parcours de formation. Le nombre des CLIS et des ULIS continue d'augmenter et il continuera d'augmenter. J'ai demandé qu'un effort soit porté sur le second degré pour que nous ayons davantage de création d'ULIS et que nous puissions répondre et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap, comme vous nous y invitez les uns et les autres. Un mot, Madame Sommaruga, je prends les fiches les unes après les autres. Madame Sommaruga m'interrogeait sur l'intérêt de sensibiliser les jeunes au bénévolat en milieu associatif. Je veux dire que dans les travaux du CSP sur ce qui devra être demain le socle de compétences et de connaissances, il y a un bloc qui concerne l'engagement, le travail collectif, l'implication dans les projets collectifs, l'esprit d'initiative. À mes yeux, à l'évidence, cela épouse la sensibilisation des lycéens, des collégiens, pardon, et des écoliers au bénévolat. Et je crois que le travail que nous avons commencé à faire en lien avec l'ESPER et à l'époque le ministère de l'économie sociale et solidaire, que je connais bien, sur justement le rapprochement entre le monde en général de l'économie sociale, dont le monde associatif et l'éducation nationale, pourra largement participer à cette sensibilisation des collégiens au bénévolat et à l'engagement gratuit et désintéressé qui est celui des centaines de milliers de bénévoles aujourd'hui en France, bénévoles qui ont bien besoin d'une relève sur le terrain, dont on voit aussi, on constate que dans le milieu associatif, nous constatons un vieillissement des bénévoles et de l'encadrement des bénévoles, vieillissement auquel il faut aussi, bien sûr,
répondre. Madame Tolmont a évoqué tout à l'heure les cycles, et il est clair que sur les cycles d'apprentissage, la grande nouveauté, c'est que avec les nouveaux cycles, et notamment la création du cycle 2 qui va donc du CP au CE2, il y a donc une année de plus pour apprendre les fondamentaux. Auparavant, c'était grande section CP, CE1, et qu'à partir du moment où le cycle 2 est fondé sur le CP, le CE1 et le CE2, c'est aussi une année de plus pour consolider les fondamentaux nécessaires à la réussite de la scolarité au collège, puisque le cycle 3 commence en CM1 et va jusqu'en 6e, et il y a là à travers l'existence de ce cycle, la volonté de dire l'importance à nos yeux du lien entre l'école primaire et le collège. Vous avez évoqué la réforme du collège qui pourrait, qui aux yeux de plusieurs d'entre vous, est indispensable. Collège unique, c'est pas collège uniforme. On doit effectivement, dans le sillage des préconisations qui seront faites par le Conseil supérieur des programmes et des arbitrages qui seront rendus après la consultation des enseignants sur ce socle commun de compétences, connaissances et de culture en clair, ce sur quoi la nation s'entend, sur ces apprentissages, ces compétences, ces connaissances que doivent maîtriser tous les enfants au terme de la scolarité obligatoire. Il faudra poser ces bases-là, poser les conditions de l'évaluation de ce socle au terme de la scolarité obligatoire, et donc penser l'organisation du lien entre le collège et les écoles à l'aune de cette refonte des programmes. Moi, je suis ambitieux dans ce domaine-là. Je pense que l'ensemble de la communauté éducative est ambitieuse dans ce domaine-là. Avant de répondre à Marcel de Rogemont sa question de mouton noir, c'est vous, monsieur le député, qui vous êtes caractérisé ainsi. Hein, je ne me serais pas permis. Je veux dire quelques mots sur des sujets que j'aurais pu oublier. Les RASED, pour dire, ils font l'objet, je crois, de bon nombre d'inquiétudes de la part de plusieurs d'entre vous. D'abord, j'ai demandé au rectorat d'en créer à nouveau des postes de RASED. Et dans le cadre des groupes de travail sur les métiers d'éducation nationale que nous avons lancés, avec la redéfinition des métiers de l'éducation nationale, il y aura une redéfinition des missions et métiers des maîtres qui composent les RASED, qu'il s'agisse des maîtres E qui sont spécialistes des difficultés scolaires, des maîtres G qui sont spécialistes des difficultés de comportement et des psychologues scolaires, et que dans ce domaine-là, je communiquerai très bientôt une circulaire pour préciser tout cela. J'ai été interrogé sur le CNESCO, qui est un organisme indépendant, qui va mettre en place une évaluation indépendante de l'école, une évaluation scientifique, une évaluation du fonctionnement et des résultats de l'école, une expertise sur les méthodologies et les évaluations de l'école elle-même. Le CNESCO n'a pas vocation à concurrencer ce qui existe déjà. Elle nous proposera un éclairage supplémentaire, je lui fais confiance, pour évaluer, non pas déterminer les politiques publiques, mais évaluer celles-ci et nous aider à accomplir correctement notre travail. J'ai dit tout à l'heure, ou je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, moi je me pense comme ministre de l'Éducation nationale comme un usineur en quelque sorte, je ne sais pas si ça se dit, mais je suis là pour usiner un certain nombre des réformes qui ont été engagées. Pour l'instant, je ne conçois pas mon rôle autrement que comme celui-là. Et nous avons besoin, parce que la conduite du changement, la mise en œuvre de la réforme, c'est au moins aussi important que la lettre de la réforme. Nous avons besoin d'instruments d'évaluation efficaces, nouveaux, pour nous accompagner dans ce travail, pour nous aider aussi à nous projeter dans l'avenir. Le CNESCO y contribuera, et il aura son rôle sur les SPRO, puisque la question m'a été posée par Madame Langlade, qui sont expérimentés dans une dizaine d'académies. L'objectif, c'est là de mettre en synergie tous les acteurs de l'orientation sur le territoire régional. Et là encore, nous sommes dans la mise en œuvre d'une évaluation en coopération avec l'ARF, et je ne manquerai pas de vous en donner le résultat très très vite. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde, probablement pas.